Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et il est venu l'heure du bilan de la saga Fast and Furious. Comme le dit le titre de ma vidéo, je trouve que la saga Fast and Furious est une saga exceptionnelle. Et c'est quelque chose que je m'attendais absolument pas à dire sur cette saga quand j'ai commencé à faire mes rétro-critiques dessus. Mais faut avouer qu'en fait elle ne ressemble à aucune autre saga à Hollywood, elle est réellement unique. Déjà, aucune saga n'a jamais connu une résurrection comme a connu Fast and Furious. Car le premier épisode avait plutôt bien marché avec 144 millions de dollars générés, le deuxième épisode avait moins bien marché mais c'était pas un drame avec 127 millions de dollars générés. Par contre avec Tokyo Drift, ils n'ont seulement généré que 63 millions de dollars. Donc normalement après une pente descendante comme ça, on pense que la saga va s'arrêter en fait. Et pourtant, c'est à partir du quatrième épisode que cette fameuse résurrection aura lieu. Car le 4 dépasse le score du premier avec 155 millions de dollars, et depuis, chaque Fast and Furious fera plus que le précédent, allant jusqu'à faire 350 millions de dollars avec le 7ème, et le 8ème qui est actuellement en salle, qui est en train de battre tous les records mondiaux. Donc voilà, la saga est dans une pente totalement ascendante, qui est arrivée à partir du quatrième épisode. C'est extrêmement étrange. Étrange et unique dans l'histoire du cinéma, voilà. Donc rien que pour ça, déjà, elle est exceptionnelle. Ensuite, en termes d'évolution, on est encore une fois dans le jamais vu. On parle quand même d'une saga qui commence avec un gang qui braque des camions pour voler des téléviseurs avec magnétoscope intégré, et qui, au bout du 8ème épisode, se retrouve à sauver la planète d'un apocalypse nucléaire. Pour moi, la saga s'essouffle réellement après le 6ème épisode. Car avant, tous les épisodes ne sont pas forcément bons, mais ils ont au moins le mérite d'être tous différents. Le premier, c'est un remake de Point Break. Le deuxième, c'est un body movie un peu nanardesque. Le troisième, c'est Karate Kid avec des voitures et à Tokyo. Le quatrième, c'est un espèce de polar urbain sur le thème de la vengeance. Le 5, c'est un film de braquage à Rio. Et à partir du 6, on rentre dans un espèce d'ersatz à la Mission Impossible sur un groupe d'agents secrets, pas vraiment secrets, qui font des choses extraordinaires pour plus ou moins sauver le monde. Et c'est exactement cette formule-là qui va être répétée dans les épisodes 7 et 8. Alors certes, à chaque fois l'action gagne en spectaculaire, et encore ça se discute parce que pour moi le 6 est plus impressionnant que le 7, mais beaucoup de gens trouvent que le 7 est beaucoup plus impressionnant, je ne sais pas pourquoi. Mais un réel sentiment de tourner en rond commence clairement à se faire sentir. Autre chose qui surprend pour une saga qui de l'extérieur peut paraître totalement bordélique, c'est justement sa cohérence et le respect de ses personnages et de sa mythologie. Et pour ça, Tokyo Drift est primordial. Idée autant surprenante que géniale, le fait de placer Tokyo Drift dans le futur des épisodes 4, 5 et 6 apporte énormément de ludisme à l'univers. De plus, le sort inévitable réservé au personnage de Han décuple son charisme et permet une histoire d'amour tragique qui apporte une réelle touche de romantisme à une série totalement bourrine. Bon, par contre, j'ai beaucoup plus de réserves par rapport au traitement de Letty dans la chronologie qui a été morte et puis qui est devenue amnésique. Dans ce cas-là, je trouve que la putasserie du cliffhanger l'emporte sur la cohérence. Mais dans l'ensemble, Fast and Furious respecte vraiment ses personnages, et surtout les personnages de tous les films de la saga. Et pour ça, le 5 est vraiment génial avec ce concept de réunir tous les personnages marquants des 4 premiers épisodes. Au final, on découvre une surprenante cohérence dans cette saga, là où tant d'autres se perdent au fur et à mesure que les épisodes s'ajoutent. Ce qui est très intéressant à observer avec Fast and Furious, c'est la capacité qu'a eu cette saga à évoluer pour se forger une réelle place dans le panorama hollywoodien. En passant de simples films de bagnole à d'énormes blockbusters d'action, la série a réussi là où par exemple The Expandables a totalement échoué. Réunir des stars d'action et proposer des séquences d'action spectaculaires et totalement décomplexées. Et grâce à ça, la saga a maintenant sa place entre les James Bond et les Missions Impossibles. Ce qui était absolument pas gagné au vu des 3 premiers épisodes. Et la saga a même redonné un engouement pour le genre, car on peut aisément imputer la résurrection de la saga Triple X au succès des derniers Fast and Furious. Donc maintenant, place à mon classement. Pour moi, le moins bon épisode, c'est le 4. Alors certes, il a une importance cruciale dans la saga, parce qu'il permet de réunir Vin Diesel et Paul Walker, et donc de démarrer ce qui va être le 4, 5, 6, 7, 8, et tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais le film se prend beaucoup trop au sérieux, tout en étant beaucoup trop con. Les scènes d'action sont pas vraiment intéressantes ni impressionnantes, il y a beaucoup trop d'effets spéciaux à mon goût sur la fin. Donc j'ai bien aimé Vin Diesel en mode totalement badass, ça m'a plu. Mais globalement, je dois avouer que c'est celui qui m'a le moins fait kiffer. Après, il y a le 3 qui est clairement la pire histoire, qui a probablement les moins bons acteurs et certainement les pires personnages. Heureusement qu'il y a le personnage de Han qui arrive à être vraiment charismatique avec pas grand chose à jouer. La réal de Justin Lin sur les courses de voiture sauve un peu la mise, et le fait que ça se passe à Tokyo apporte un certain dépaysement. Et je dois avouer que sur le moment, je l'avais vraiment détesté, mais avec du recul, le fait que le film se passe en fait dans le futur apporte une certaine richesse et permet de sauver un tout petit peu la mise sur ce film-là. Après, je mettrai le 1 qui est simple, efficace, beauf et pour moi nostalgique. C'est vraiment un film d'action policier comme il en existe plein d'autres. Mais c'est plutôt distrayant et c'est probablement finalement celui qui a le moins d'âme ou le moins de cachet de la saga, mais ça en fait pas un mauvais film pour autant. Moi ensuite je mettrai le 7, alors je sais que beaucoup de gens adorent le 7, pour moi le 7 c'est juste une redite du 6, avec une réelle qui est moins intéressante. Et en fait j'ai compris récemment pourquoi j'aimais beaucoup moins le 7 par rapport au 6, c'est que dans le 6, tous les personnages ont vraiment des vraies dynamiques entre eux, et le fait de perdre Anne et Giselle dans le 6 fait que le groupe est vraiment amoindri dans le 6, et les dynamiques entre eux ne fonctionnent pas vraiment quoi. Reste dans le 7 l'hommage à Paul Walker qui personnellement m'a pas touché mais je peux comprendre que ce soit émouvant pour beaucoup. Mais voilà, je trouve que la dynamique de groupe qui était amorcée entre le 5 et le 6 est totalement en train de chuter dans le 7 et les scènes d'action pour moi sont vraiment moins intéressantes. Ensuite je mettrai le 8. Donc le 8 a des très bons points comme le duo Jason Statham et The Rock que beaucoup de gens aimeraient revoir dans un autre film parce que clairement il y a quelque chose qui se passe entre ces deux acteurs. Il y a les scènes d'action qui sont totalement n'importe nawak, over the top, et c'est ce qu'on aime.
Bon, il y a quelques déceptions, voilà, vous pouvez regarder ma critique pour savoir ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. J'avais oublié de parler du fait qu'il y ait des duels de hacking totalement ridicules dans ce film. Voilà, donc il y a du bon et du moins bon. Pour moi, il est quand même au-dessus du 7. Ensuite, je mettrai le 2. Alors le 2, il y a beaucoup de gens qui le détestent, et moi, personnellement, je le trouve vraiment drôle. Ils sont allés vraiment dans le nanar. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est un vrai nanar, parce que on sent que le réal, il assume pas totalement d'avoir fait un nanar. Enfin, il a voulu bien faire, et c'est un peu tombé dans le nanar. Et moi, ça m'a vraiment fait rire, quoi. Donc, certainement, objectivement, ça doit probablement être le pire, peut-être, ou le avant-dernier, mais personnellement, il m'a vraiment fait rire. Je pense que le 2 est vraiment avant-coureur du ton n'importe nawak que va être la saga un peu après. Peut-être que si le 2 avait pas été dans ce côté n'importe nawak, il serait resté un peu trop dans le sérieux. Et le 2 a peut-être permis d'ouvrir cette voie. Donc après, je mettrai le 6, parce que pour moi, le 6, c'est les meilleures scènes d'action. Je trouve que voilà, les dynamiques entre les personnages sont vraiment bien installées. À chaque scène d'action, on a des binômes qui fonctionnent vraiment bien. Il y a par exemple Anne et Gisèle, ou Dominique et Letty, et dans les scènes d'action, au sein des scènes d'action, ces binômes créent une réelle émotion, parce que l'un veut pas que l'autre meure, et ainsi de suite, et ce qui fait que, en plus de l'action, on a un attachement émotionnel à ce que vivent les personnages, ce qui va totalement être dilué dans les prochains. C'est-à-dire que dans le 7 et dans le 8, les gens font de l'action, mais on sait pas à part ne pas mourir eux, il n'y a pas ce sentiment de vouloir protéger autrui. Et c'est ce que je trouve hyper bien foutu dans le 6 et qui apporte une vraie dimension émotionnelle aux scènes d'action, là où il n'y en a pas dans la suite. C'est quand même celui qui aura trouvé le concept de rentrer dans ce délire Mission Impossible, là où le 7-8 vont juste reprendre la formule du 6, et le côté gang jumeaux maléfique, je trouve que c'est vraiment une idée très très sympathique, et la réelle de Justin Lin est au sommet de son n'importe nawak assumé, et honnêtement, j'ai trouvé ça, pour moi, c'est un très 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 bon film d'action décomplexé. Mais le meilleur de tous, pour moi, ça reste le 5, parce que c'est un film de braquage, il n'y a pas aucune perte de rythme. Dans le 6, il y avait un réel trou au milieu où tu commençais un peu à te faire chier. Le 5, grâce à cette idée géniale d'avoir décidé de faire un film de braquage qui se passe à Rio, d'avoir réuni tous les membres des anciens films pour créer ce gang, on a un film de braquage qui est certes con, certes pas toujours excellent, mais où tu t'ennuies pas, quoi. Et en plus, t'as ce climax de fin totalement hallucinant qui est vraiment la base de ce que va être les scènes d'action de Fast and Furious, avec des setups totalement spectaculaires, avec ces voitures qui traînent le coffre. En plus, t'as l'introduction de The Rock, donc vraiment le 5 est clairement le meilleur épisode, parce que déjà ils sont allés explorer un autre genre, tout en mettant la patte Fast and Furious. Donc je suis déçu qu'ils fassent pas ça dans le reste. J'aimerais bien que maintenant, dans le 9 ou dans le 10, ils réutilisent un nouveau genre, qu'ils explorent un nouveau genre avec ce que Fast and Furious implique, quoi. Mais bon, toi, un film de guerre, par exemple, ce serait génial. Enfin, je dis des trucs comme ça, mais pourquoi pas. Donc maintenant, je vais juste donner mes meilleurs persos. Donc pour moi, les deux meilleurs persos de la saga, il y a Anne et The Rock. Anne, c'est assez surprenant parce que je trouve que le rôle n'a pas grand-chose à défendre, mais le personnage est vraiment charismatique. Alors il y a ce côté où il bouffe des chips tout le temps qui lui apporte une petite dimension en plus. C'est tout con, mais ça marche vachement bien. Et l'acteur fait un taf de ouf, quoi. Il a vraiment trop la classe, quoi. En plus, il y a son histoire d'amour avec Gisèle qui est assez bien amenée, et qui est assez tragique, donc Anne, j'aime vraiment beaucoup ce personnage, mais après le 8, je dois aussi avouer que j'aime beaucoup The Rock, quoi. Donc Hobbs, qui est vraiment un personnage qui monte en puissance au fur et à mesure des Fast and Furious, et c'est dommage que dans le 7, il soit aussi peu présent, parce que c'est clairement le personnage le plus fun de la saga, quoi. Le mec, il est en over the top, il parle que en one-liner, il a des répliques de ouf, et en scène d'action, il donne tout ce qu'il a, il m'a vraiment fait kiffer ma race. Donc voilà, c'est pour moi les deux meilleurs personnages de la saga, c'est clairement The Rock et Anne. Et la meilleure scène d'action maintenant, ce serait celle du 6 avec le tank, où c'est vraiment, là j'étais scotché à mon siège, aussi bien en termes de ce qui se passe à l'écran de spectaculaire, mais moi ce saut de Vin Diesel pour récupérer Letty, je vous dis, ça m'a marqué, quoi, franchement, émotionnellement et au niveau de l'intensité de l'action, c'était le firmament de la saga pour moi. J'ai été cloué à mon siège, je me suis levé, j'ai pris mon topo sur cette séquence-là. Pour moi, ils ont atteint leur pic vraiment à ce moment-là en termes de ce qu'ils arrivaient à faire avec leur dynamique de personnage et leur intensité d'action. Il y avait tout de réuni pour que cette scène soit folle. Et depuis, je trouve qu'ils montent en gamme en termes de... Voilà, ils vont mettre un drone dans le 7, ils vont mettre un sous-marin dans le 8, mais il n'y a pas cette espèce de puissance émotionnelle et cette puissance de ce que l'action procurer en termes d'émotion. C'est juste spectaculaire et moins émotion, alors que le 6, pour moi, c'est le firmament. Cette scène d'action, elle est vraiment mais grandiose. Voilà, écoutez, c'est tout pour mon bilan de la saga Fast and Furious. J'ai été vraiment agréablement surpris de la découvrir, je vous la recommande. C'est un voyage dans un cinéma assez particulier, de l'action. Alors je suis content qu'ils aient diminué le beauf au fur et à mesure de leur saga, même si ça revient un peu à certains moments. Il y a des gimmicks qui reviennent comme ça, on reste sur une saga qui parle de course de voiture, où de temps en temps ils t'en remettent, de temps en temps ils te les éludent, comme dans le 5, où ils te zappent la course parce que on s'en fout, c'est plus ce qui compte. Et dans le 8, ils t'en remettent une au début. Voilà, alors
J'aimerais bien que les réals prennent un peu plus de poids dans leur mise en scène sur les derniers films, parce qu'ils ont les moyens de proposer des choses vraiment extraordinaires, et donc qui prennent l'ambition de leurs moyens et tutti quanti pour nous proposer un peu de couilles dans la mise en scène. Et s'ils pouvaient quitter un tout petit peu ce style James Bond style pour explorer d'autres genres cinématographiques, je serais pas contre. Mais en tout cas, voilà, elle a une place vraiment à part, et elle est en train de cartonner, et je trouve ça pas loin d'être mérité, parce que elle propose du divertissement totalement assumé, sans prise de tête, et surtout, c'est une saga qui est adaptée de rien d'autre que Fast and Furious, quoi. Donc on sait pas où ça va aller, c'est une saga qui se crée au fur et à mesure, comme le cinéma, comme une vraie, c'est uniquement une saga cinématographique, et ça c'est hyper rare actuellement, quoi. Toutes les autres sagas sont adaptées d'autres choses, les James Bond c'est des bouquins, les Missions Impossibles c'était une ancienne série télé, les Marvel c'est des comics, enfin DC tout ça, c'est la seule saga d'action, il y a peut-être avec John Wick, qui est vraiment uniquement cinématographique, et bah c'est hyper rafraîchissant dans le paysage actuel, donc voilà, je sollicite d'aller voir, de découvrir cette saga, qui honnêtement, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas une saga de chef-d'œuvre, mais pour ce qu'elle propose, elle le fait de manière vraiment efficace et fun, décomplexée, donc Fast and Furious, écoutez, j'approuve à mort. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo bilan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile.